Bonjour, deuxième et dernière vidéo sur les fake news et les solutions open source. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les solutions concrètes, hein, et les solutions concrètes et ou potentielles. Et puis, on parlera des défis, hein. On l'a dit, hein, dans la première vidéo, il n'y a rien de magique. Il y a de toute façon des efforts à faire, hein, de tout le monde, hein, pour lutter contre la désinformation et contre les fake news. Mais allons-y pour présenter quand même des outils, des solutions, des logiciels qui existent et qui peuvent être utilisés. Jingle! Alors on attaque. Effectivement, solution, défi. Donc, allons directement sur les solutions concrètes, hein, les solutions qui vont permettre de faire de la vérification. Euh, L'objectif, hein, c'est bien d'équiper les citoyens, les journalistes d'outils qui vont leur permettre d'analyser les données, de vérifier l'information et puis effectivement, hein, de faire du contrôle pour vérifier s'il s'agit de deepfake, de vidéos qui ont été trafiquées, d'images trafiquées, voire même de données texte ou audio trafiqués. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver différents types d'outils, des outils d'analyse d'images, de vidéos et d'audio. L'objectif, hein, c'est de vérifier les photos photoshopées, modifiées, quelle que soit la technique, de vérifier à la fois la manipulation des métadonnées, hein, qui sont associées à ces images, date, lieu, et puis donc d'identifier des deepfakes. La majorité de ces projets sont accessibles via GitHub, hein, Face Forensics, Mesonet, Scanner de Deepware AI, Deface, donc de Deepware. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi pour l'audio? On va avoir asvspoof.org et puis Resemblizer pour tout ce qui est audio. On va aussi avoir un certain nombre de choses qu'on peut installer sur son navigateur et qui vont afficher des alertes sur des sites qui sont connus pour diffuser de la désinformation. Donc il n'y a pas que le plugin en lui-même, il va donc forcément y avoir la source d'information qui est consultée, qui est récupérée, et on va effectivement avoir des principes collaboratifs qui fonctionnent sur les mêmes principes qu'un Wikipédia par exemple, ou quand on a déjà configuré un serveur de messagerie, les blacklists, hein, qu'on utilise pour les open relay par exemple sur la messagerie, c'est exactement le même type de système. Et du coup, ça permet effectivement d'éviter les deepfakes et de lister les sources d'information, les sources de désinformation pour le coup. Fallait aussi qu'on parle de l'archivage des données. Alors des fois de temps en temps, c'est un problème parce qu'on se dit que tout ce qu'on met sur Internet, ça disparaît jamais. Mais du coup, ça permet aussi de potentiellement des outils comme Wayback Machine, hein, de The Internet Archive. Ça permet de s'assurer que les données n'ont pas été modifiées, défacées ou ainsi de suite parce qu'on peut aller regarder telles qu'elles étaient selon les périodes d'archivage qui ont été faites par The Wayback Machine. On va regarder les solutions potentielles. Alors oui, on le voit, hein, les outils open source concrets, on passe assez vite dessus, mais le but aussi, c'est vraiment de regarder ce qu'on peut, ce qu'on doit, ce qu'on devrait faire avec l'open source. Et on va commencer par parler de décentralisation. Le but, c'est, encore une fois, de proposer des plateformes d'information alternatives, de repenser la diffusion de l'information. Moi, je souhaiterais, hein, pouvoir le faire. Le but du jeu, c'est déjà de commencer à avoir une certaine démocratisation, un certain niveau de connaissance. Et oui, on est obligé d'admettre que les plateformes comme YouTube ou des plateformes centralisées, pour le moment, c'est quand même le seul moyen efficace de pouvoir créer une notoriété, de créer un volume de consultation. Mais l'objectif, ce serait effectivement de voir ces plateformes décentralisées, plus contrôlables, plus souveraines, se mettre en place.
J'ai fait une vidéo hein, sur le fait divers, sur l'ensemble des réseaux sociaux fédérés, distribués, avec Mastodon, fait divers, avec Peertube, avec l'ensemble de tout l'écosystème de solutions de réseaux sociaux décentralisés. La décentralisation, elle a cet avantage qu'il n'y a pas de serveur central unique, mais une multitude de serveurs qui sont interconnectés. Il n'y a pas de modération centralisée, mais il y a des modérations locales. Chaque communauté définit ses propres règles de modération et ça offre plus de contrôle aux utilisateurs. Et puis on peut un peu plus, effectivement, avec cette notion de standard et de standard de fédération, on a la liberté de savoir avec quel acteur commercial potentiellement ou acteur non commercial on veut travailler. Pourquoi je parle d'acteurs commerciaux? Parce que forcément, on parle de stockage de données et que ce stockage de données, il est évidemment pas gratuit. Donc potentiellement, certains pods sur ces réseaux fédérés peuvent être des structures de type entreprise. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, on aurait des algorithmes transparents. Les fils d'actualité le fil d'actualité chronologique basé sur des choix explicites d'utilisateurs, pas sur un algorithme qu'on ne maîtrise pas. On peut souligner aussi des solutions potentielles, des plateformes de fact-checking collaboratives. Alors pourquoi je dis potentielles? Parce qu'effectivement, il y a des choses concrètes qui ont été mises en place, Captain Fact, Wikitribune. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est des approches contributives à la Wikipédia. Donc imaginez un Wikipédia du fact-checking. Mais disons que pour le moment, tout ça, c'est encore très. C'est pas mûr. Et pour le moment, effectivement, les habitudes sont pas encore prises. Mais le problème des fake news devient tellement important qu'effectivement, forcément, les gens vont chercher des solutions. Alors, j'en avais déjà un peu parlé quand j'ai fait ma série de vidéos sur la blockchain, mais la blockchain, ça pourrait, on a déjà eu des tentatives, être une solution pour lutter contre la désinformation, puisque une blockchain, c'est une chaîne de véracité. Et il y a une notion de traçabilité et de certification de l'information. On pourrait effectivement envisager la mise en place de l'information sur une blockchain, avec pour avantage la traçabilité de la provenance, hein, enregistrer l'origine d'un contenu, d'un article, d'une photo, d'une vidéo, ou au moins de la somme de contrôle de cet article, de cette photo ou de cette vidéo, et que chaque modification serait impossible, puisque une blockchain, c'est infalsifiable par design. Et on l'a vu si vous n'avez pas encore vu ma série sur les blockchains, je vous encourage à aller la voir pour vraiment bien comprendre tout ce que je suis en train d'évoquer ici. Il y a aussi cet aspect horodatage, d'avoir une certitude sur l'heure à laquelle est survenue une actualité et donc le support qu'on a enregistré viendrait prouver la correspondance entre l'événement et la capture de l'événement. Donc à poser une date, une heure de création ou de publication certifiée et qui effectivement dans la blockchain va devenir immuable pour garantir le contenu. Mettre en place des systèmes de réputation, créer des scores de réputation pour les journalistes, les médias ou même les lecteurs basés sur la véracité de leur publication. Donc effectivement, on avait vu les principes de consensus et ainsi de suite. Il y a ce type d'approche qui peut être mis en place pour justement améliorer la validation. On a vu que les enjeux d'une blockchain reposaient sur les principes de validation et sur les mécanismes de validation. Et effectivement, il faut réfléchir à des systèmes de réputation. C'est peut-être pour le moment justement dans les initiatives qui ont pu être essayées hein, d'usage de la blockchain pour améliorer la qualité de l'information, c'est peut-être ce qui a pêché. Et puis il y a cette notion un peu plus complexe de désintermédiation, permettre aux créateurs de contenu de publier directement sans passer par une plateforme centralisée qui pourrait censurer ou altérer l'information. La blockchain, c'est un principe décentralisé par destination, et donc effectivement, c'est plus intéressant puisque potentiellement, au même titre qu'on peut intervenir sur une blockchain de crypto-monnaie de façon autonome, on pourrait effectivement publier sur ce type de chaîne de publication de façon autonome.
Alors, effectivement, il y a eu des mises en œuvre concrètes. Il y a eu, par exemple, Hyperledger, la traçabilité des sources d'information. Il y a eu Numbers Protocol, un réseau décentralisé open source conçu pour rendre les médias numériques, photos, vidéos traçables et vérifiables. Et puis IPTC, Project Origin, c'était une alliance entre des grands médias, BBC, New York Times, Microsoft, CBC Radio-Canada, et puis ça développe des standards ouverts, notamment la norme C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity. C'est complexe. C'est compliqué à maintenir, c'est à maintenir dans le temps, sont compliqués à vraiment gérer le cycle de vie de ces solutions. Et il y a des premières initiatives infructueuses, par exemple Civil et Poète. Alors, les trois premières que j'ai présentées, attention, elles sont concrètes, elles sont réellement actives et en œuvre actuellement. Donc, oui, la blockchain, ça reste quand même quelque chose qui, effectivement, apporte une réalité dans la lutte contre la désinformation. Pourquoi il y a un certain nombre d'initiatives qui, par contre, elles n'ont pas fonctionné? Parce que les problématiques, si on essaye de les regarder de façon plus précise, on a une des grosses problématiques des blockchains, c'est le problème du garbage in, garbage out. Si on laisse rentrer quelque chose, si on laisse rentrer de la désinformation, bah, elle va être intégrée dans la blockchain et ça va être difficile de l'enlever autrement que par des autres mécaniques de rémédiation qui seraient à intégrer dans le principe même de blockchain. Et puis donc forcément on va ressortir de l'information pas bonne si on la laissé rentrer. Il y a les problématiques d'adoption. Et j'avais fait justement cette série de vidéos sur la blockchain parce que au-delà des cryptos que finalement les gens entendent mais ne comprennent pas, la notion même de blockchain, elle est quasiment elle est pas connue ou pas connue, ou moins connue, et l'adoption, elle est beaucoup plus faible parce qu'elle n'est pas comprise. L'expérience utilisateur ne facilite pas les choses, c'est quelque chose qui est peut-être encore un peu trop élitiste, un peu trop expert. Alors élitiste non, mais expert et donc complexe à comprendre. Et puis il y a ces problématiques de scalabilité et de coûts inhérentes à beaucoup de problématiques de mise en œuvre de blockchain. Alors après, il y a des axes de solution. On va être dans une approche un petit peu moins concrète. Et oui, on doit parler d'esprit critique. On doit parler de nous, de notre responsabilité au-delà de vouloir chercher une baguette magique sur le sujet. Donc c'est continuer à éduquer, former les esprits à l'évolution de notre société et à l'ère numérique. Cette accélération produite par l'ère numérique. Et l'open source, c'est un levier formidable hein, pour l'éducation aux médias. C'est-à-dire contribuer, participer, comprendre les principes même de l'open source, c'est faire preuve de curiosité et d'engagement et d'implication. Et donc cet engagement, cette implication, c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour apprendre à ne pas recevoir l'information comme un bien de consommation. Donc l'open source, ça permet aussi, et je l'ai dit hein, dans ma première vidéo, d'être un support de diffusion libre. Les kits pédagogiques qu'on pourrait et qu'on doit créer hein, pour expliquer comment gérer l'information, il faut effectivement essayer de les diffuser de façon gratuite, de façon libre, et encore mieux sous des licences de type Creative Commons ou livre. Est-ce que je le fais pour mes supports? En tout cas, sur mon site, ça va être le cas et je suis en train d'y travailler. Il y a cette notion aussi de serious game, c'est-à-dire la notion d'utilisation du support ludique, du jeu vidéo, comme moyen d'apprentissage et d'intégration de ce genre de choses. Donc ces serious games, c'est une façon plus intelligente de jouer, mais finalement de se servir quand même du jeu et du côté ludique comme moyen de faire rentrer de la connaissance. Et faire des jeux open source, des serious games open source pour essayer de proposer dans les écoles, dans d'autres structures, une façon de lutter contre la désinformation, c'est quelque chose qui serait effectivement pertinent. Alors, je l'ai dit, je le redis,
j'insiste, l'open source, c'est pas une baguette magique et il y a un certain nombre de défis et de limites. D'abord, effectivement, les problématiques, elles sont basées autour du modèle économique. Comment financer durablement des projets qui ne reposent pas sur de la publicité, sur de la vente de données. Ça veut dire fonctionner sur le don, fonctionner sur des fondations, fonctionner sur du subvention. Peut-être aussi regarder du côté des solutions open core, c'est-à-dire jouer la transparence mais construire un modèle économique. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions hybrides sur ce genre de choses et voilà, l'open core en est une. Euh, Toujours cet enjeu autour de l'ergonomie et de l'ergonomie pour l'adoption de ces outils. Les solutions open source, elles continuent à avoir une petite carence en ergonomie, un petit retard sur les sujets de l'ergonomie. Et elles sont souvent encore un peu moins simples d'accès que les solutions concurrentes commerciales. Et ça peut continuer à freiner l'adoption par le grand public. Il y a une problématique qui est grave, c'est celle du détournement. Il y a la possibilité que des acteurs malveillants analysent les outils open source pour créer des techniques de désinformation encore plus sophistiquées. Oui, la problématique de la transparence, c'est que c'est transparent pour tout le monde. Et que quand on a décidé de faire les choses de façon mal intentionnée, potentiellement, c'est aussi un risque parce qu'on a accès beaucoup plus facilement à l'information et qu'on va obtenir son résultat plus rapidement parce que cette transparence va se retourner contre la communauté, contre le bien commun, parce il est plus transparent. Effectivement. Alors, vous l'avez compris, hein, cette vidéo, elle est beaucoup plus courte que ma première. Je vais conclure. Et je ne veux pas qu'on reste sur ce slide, sur les défis et sur les problématiques. On va essayer de regarder notre objectif. Notre objectif, c'est de créer un écosystème de confiance. Et pour moi, le sujet du fait divers, le sujet de la décentralisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très concret qui doit être mis en place pour justement commencer à mettre en place les briques d'une information qui a pour objectif d'améliorer la sécurité. Il y a une initiative qui est extrêmement intéressante qui va bientôt voir le jour en réponse au réseau social X, qui est quand même effectivement un haut lieu de la désinformation, qui s'appelle W, qui est effectivement un réseau social européen en réponse aux enjeux de souveraineté sur les réseaux sociaux de l'Europe. Et je vous encourage à suivre ce qui va se passer avec W. Parce qu'effectivement, en plus, j'avais déjà évoqué aussi le sujet quand j'avais fait une vidéo sur les réseaux sociaux. W va être basé sur une maîtrise de l'identité. Le fait que les gens qui vont communiquer sur ce réseau social vont devoir être identifiés fortement pour prouver qu'ils sont bien des personnes physiques, mais au-delà de ça, même l'identité de la personne physique. Donc moi, je suis assez enthousiaste vis-à-vis de cette initiative et je ne manquerai pas d'être présent sur le réseau social W dès que ce sera possible, le plus tôt possible, si possible même pendant la phase pilote, mais de toute façon je serai présent quand il sortira de façon définitive. Donc au moment où ça sera possible, rendez-vous sur W. Alors, en conclusion, moi, je veux souligner hein, les piliers de l'open source, hein, transparence, collaboration, résilience. L'open source, c'est philosophiquement et techniquement aligné avec les enjeux de la lutte contre la désinformation. De par les piliers mêmes qui constituent l'open source. Ensuite, le but, hein, c'est pas de remplacer les médias traditionnels, mais c'est de construire un écosystème d'outils et de plateformes complémentaires qui renforcent la capacité de la société à évaluer l'information.
c'est bien d'avoir des médias colorés, c'est-à-dire avec des opinions, avec des avis. Ce qui est intéressant, ce qui serait nettement plus intéressant, ce serait qu'ils assument cette colorisation et qu'ils respectent les règles du jeu quand ils sont présents sur des canaux de diffusion. Je pense à la TNT par exemple. Il y a des règles du jeu, il faut les respecter et être transparent sur la colorisation de l'information qu'on donne. Est-ce que c'est de la désinformation? Non, mais disons que c'est le début, la porte vers la désinformation. Mais donc voilà, c'est important de dire que les solutions qu'on est en train d'évoquer dans cette vidéo n'ont pas pour objectif de remplacer les médias traditionnels, ils sont là pour justement potentiellement apporter des outils d'analyse, de lecture et de contrôle de l'information. Enfin pour finir, soutenir des projets open source dédiés à combattre les fake news, c'est devenu quelque chose de vital. C'est de se dire qu'on soutient des initiatives collectives, un effort basé sur l'intelligence collective pour lutter contre les fake news, ça devient indispensable. Et encore plus dans un monde où l'IA va accélérer les choses d'une façon encore jamais vue. Enfin, participer à la construction d'une culture de la vérification et construire l'esprit critique dans les générations futures, c'est indispensable. Il faut de plus en plus lutter contre cette acceptation presque passive, cette approche de mouton sur la consommation de l'information. Donc, si vous devez réussir quelque chose, de mon point de vue, c'est faire en sorte que la génération qui nous suit et les prochaines continuent à considérer l'importance et la valeur de l'esprit critique. Donc je vous remercie et au revoir et j'espère que ce sujet vous a intéressé.